Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin évidemment dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on attend? Plutôt une résolution haussière, un directionnel de prix vis-à-vis du FOMC de 20 h. Jérôme Powell donnera très probablement le directionnel, on va bien sûr en parler dans cette vidéo. Bitcoin, qu'en est-il vis-à-vis de notre narrative? Bull comme bear. Ça fait plusieurs semaines qu'on parle de cette polarisation vis-à-vis des esprits et vis-à-vis des sentiments de marché. Je vais essayer de vous redonner mon point de vue. Qu'est-ce qu'on attend d'un point de vue extrêmement simple et extrêmement limpide? On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Squad des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi. Trouvez votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, marché traditionnel ou crypto-actif. J'utilise depuis plusieurs années et m'offre d'excellents résultats. C'est une stratégie de risk management complètement gratuite. N'hésitez pas à l'utiliser, elle est disponible en téléchargement sur le Discord des rois du marché. Qu'est-ce qu'on est en train d'observer actuellement sur Bitcoin? Une contraction, un triangle de contraction, ça tourne de plus en plus sur Twitter. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, il y a des traders de pattern. Qu'est-ce qu'on privilégiera? Plutôt le nord, plutôt le sud. Le nord, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'on suit toujours la tendance. La tendance est toujours notre ami. Donc la résolution les plus probables vis-à-vis de ces patterns de contraction, que ce soit sur le RSI, le MACD ou le prix, ce sont des résolutions dans la tendance. Et jusqu'à preuve du contraire, cette tendance est haussière. On ne vient pas chercher les précédents creux. Jusqu'à preuve du contraire, ça reste bullish. Si vous faites la même chose et le même exercice au niveau du RSI, vous avez un magnifique triangle de contraction actuellement en 14 périodes, vous avez exactement la même chose sur du 21 périodes, vous avez d'ailleurs une toute petite divergence, alors vous n'avez pas de divergence sur les MACD, je l'avais mal vu, vous avez peu de volume, c'est normal, on est juste en train de se regarder dans le blanc des cieux jusqu'à preuve du contraire. Je privilégie donc un W ici au niveau de notre RSI plutôt qu'un M-top. Tout simplement. Donc je vais privilégier prioritairement la hausse, mais ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines, puisque la tendance restant notre ami, et la tendance de fond court terme, sur des plus petits time frames, reste haussière. Oui, tant qu'on ne vient pas à s'affranchir du premier arrêt, qui se trouve actuellement sur les 33 000 $. Le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas, mais nous n'y sommes pas. C'est l'objectif à atteindre, hein, c'est ce fameux premier arrêt de tout le précédent mouvement, 36 000 $, pardon, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, donc dans cette contraction actuelle, je privilégierai donc, personnellement, le nord. Au niveau de l'order flow, pas plus de choses à dire, hormis que les comptes majoritairement retrouvent un petit peu de short pour pouvoir se couvrir, et puis les top traders souhaitent reprendre un petit peu de risque. Ici, on a un funding complètement neutralisé, hein, négatif, à la fois positif, à la fois négatif, à la fois positif. On attendra peut-être une journée catalysante, très probablement, mais surtout une journée volatile vis-à-vis du FOMC. Je le dis, je le rappelle. Actuellement, le consensus table sur du 0,25 points de base. On peut le rafraîchir, 95% me semble-t-il, c'est du 0,25 points de base, voilà, 90%. Ok, 90%, on a un tout petit peu baissé. Bon, grosso modo, il y a 9 chances sur 10 qu'on passe sur du 0,25 points de base. Qu'est-ce qui devrait donc se passer? Pour moi, c'est chopi, hein, que ce soit au nord, que ce soit au sud, et on devrait revenir, si c'est du 0,25 points de base, bah plutôt à la neutralité, aux alentours des 28 600 $. Si en revanche, c'est du 0 point, ah, là c'est intéressant et je vous expliquerai en fait ce qu'on attend par rapport à ça et quel serait le narratif à comprendre derrière cette décision. Bah pour moi c'est clairement le nord. Par contre si c'est du 0,50 points de base, ce dont je doute pour être tout à fait honnête avec vous, bah à mon avis, je doute complètement, donc, mais on devrait probablement aller chercher beaucoup plus bas parce que ce sera le signal, un des signaux les plus forts de cette année 2023 pour expliquer que la Fed souhaite nous jeter dans une récession extrêmement profonde qui conduirait très probablement à une déflation et une dépression, mais nous n'y sommes pas. Donc pour l'instant les signaux, nous ne les avons pas. Après qu'il ait un discours en quiche. Je dis pas du tout le contraire, hein. Je pense qu'il reste complètement sur sa narrative, je pense qu'on va avoir un plateau relativement haut, il le dit, il le répète, il reste depuis plusieurs mois maintenant dans sa ligne directrice, notre ami Jérôme Powell, donc il continuera à avoir des taux relativement hauts, et c'est clairement pas ce que le marché price actuellement. Le marché price, encore une fois, un pivot de la Fed. Hein, il y a un pivot relativement proche, hein, ce serait septembre 2023, donc c'est quasiment demain, hein, c'est juste après l'été, reprise du travail, pivot de la Fed, j'en doute très fortement. Ce pivot de la Fed, je le dis, je le redis, sera très probablement subi. Ça, c'est super important. Bon. Donc, grosso modo, vis-à-vis de l'augmentation des taux, comme ça, on essaie de le mettre à plat. Plus 0,25 points de base, c'est probablement une poursuite des faillites vis-à-vis du secteur bancaire. Je vous ai pris une petite photo qui a été partagée sur Twitter. Je ne sais plus qui c'est qui l'a partagée. Hein. Et s'il le note, bah, à ce moment-là, on le mettrait. Il y avait en fait beaucoup de faillites bancaires, de petites banques régionales. Vous avez la Washington Mutual Bank avec 300 millions de milliards d'actifs sous gestion qui est tombé, mais tout ça, c'était suite, si vous voulez, parce qu'on ne le voie pas, mais c'est suite à la faillite de Lehman Brothers. Il n'y avait pas eu de réponse
politique à ce moment-là, où il n'y avait pas eu de réponse monétaire forte et rapide pour pouvoir résister à ce type de choses. Elle est venue après, dans la précipitation, dans l'urgence, qui a conduit à cet effondrement de marché. Donc ce qu'on ne voit pas en fait ici, c'est Lehman Brothers, qui correspond quasiment à tout ça en fait. Donc Lehman Brothers a suivi, a été le pré-apocalypse, si vous voulez. Bon, aujourd'hui, on voit autre chose. On voit First Republic Bank, qui vient de tomber, Silicon Valley Bank, qui est déjà tombé, Signature Bank, qui est déjà tombé, et bien d'autres encore qui vont probablement tomber. Dès lors, le signal de la Fed, s'il augmente de plus de 0,25 points de base, parce qu'on voit déjà que c'est juste les premières augmentations des taux qui sont ressenties actuellement par l'économie réelle, mais les banques et le secteur bancaire le ressentent tout de suite par rapport à leurs octrois de crédit, etc. Et ils ont beaucoup de bons de trésor en actifs, bien évidemment. Dès lors, c'est eux qui en prennent le premier dans la tronche. On sait que JP Morgan est en train de sauver First Republic Bank, ne la sauve pas, la rachète à prix coûtant, j'ai envie de vous dire, ou à prix ultra discount. Là, si on peut parler de soldes, honnêtement, JP Morgan vient de faire ses soldes, et je pense que c'est pas fini, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc à la question, est-ce que oui ou non, il y aura encore des poursuites de faillite? Oui, bien évidemment, il y aura des poursuites de faillite, et il y aura des injections de liquidités, et puis les grosses banques systémiques seront encore plus grosses demain, donc on est en train de faire des géants. On peut même parler de super géant. Là, on est en train de créer un secteur d'Armageddon. Voilà, l'Armageddon du secteur bancaire américain. Voilà ce qu'on est en train de créer. C'est sur les rails. Et je ne dis pas qu'il faut pas forcément s'en protéger, peut-être s'en prémunir, mais partez du principe qu'aujourd'hui, se jeter sur des actions bancaires régionales, c'est une bêtise, puisqu'ils ne les achèteront pas au prix marché. Ils les achèteront à $1 symbolique. Toutes ces banques-là sont en faillite. Donc si vous voulez, on pouvait presque l'imaginer comme ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Ce que vous voyez ici, en 2008, toutes ces banques qui sont en faillite, en fait, on pouvait toutes les mettre. Toutes les banques que vous connaissez, américaines, européennes, canadiennes, tout ce que vous voulez, on les met là-dedans. Elles sont toutes en faillite. Toutes, sans exception. Et aujourd'hui, on est en train de se demander, est-ce qu'il y aura d'autres faillites? Oui, puisqu'en fait, elles étaient déjà toutes en faillite en 2008. La question est de savoir, c'est quelles sont les banques qui vont être rachetées, généralement les plus systémiques. On a eu cet avant-goût vis-à-vis de Crédit Suisse. Et toutes les petites vont tout simplement disparaître. Et on le voit déjà dans les données on-chain. Alors, je dis on-chain, mais c'est dans les flux de capitaux vis-à-vis des déposants qui sont en train de retirer des milliards de dollars de ces banques régionales pour les mettre dans des énormes banques. Les fameuses Armageddon Bank US et probablement américaines. D'ailleurs, tout à l'heure, on aura les résultats de BNP Paribas. Pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui suivent les bancaires. Je ne regarde clairement pas les bancaires actuellement. Mais c'est ce qui pourrait intervenir si Jérôme Powell décide de repartir sur du plus 0,25 points de base. Maintenant, on peut imaginer quelque chose. 0 point de base. En fait, Jérôme Powell décide de ne pas augmenter les taux, ce qui est peu probable. Mais je vais juste vous donner le signal que ce sera envoyé. Parce que si on ne le fait pas là, on le fera de toute manière probablement la prochaine fois. Voilà, je pense que le terminal rate, ce serait du 5,525. Déjà, je doutais qu'on aille au-dessus des 5, pour être tout à fait honnête avec vous. Je suis très surpris de ce résultat-là, mais on n'est pas à 0,25 points de base, puisque tout a été pricé, puisque ça a été dans le consensus, donc ça a été pricé par le marché. Grosso modo, ça inviterait les opérateurs de marché à admettre la fragilité du système bancaire. La très forte fragilité du secteur bancaire. En fait, si on n'augmente pas les taux, ça veut dire que l'intégralité du secteur bancaire est déjà en faillite. Eh oui, il faut vraiment le comprendre comme ça. C'est pas vis-à-vis d'une décision qui va en découler par rapport à une réaction, c'est que si cette décision est prise, la réaction a déjà commencé. Elle est déjà derrière nous. Donc on pourrait presque parier que quasiment toutes les banques régionales américaines, ou une très grande partie des banques régionales américaines, et très probablement européennes, même si on nous explique qu'on est très solide au niveau de nos capitalisations, il n'y a pas de problème, on a des fonds propres extrêmement importants, pas de problème. Bon, grosso modo, ce sera un aveu de faiblesse, et pour nous expliquer que ce risque systémique n'est pas possible, mais est avéré. Voilà. Donc ça, c'est 0 point de base. Après, vous avez du 0-25 points de base, je doute encore plus, mais c'est pas complètement fou, logiquement c'est impossible, ne n'y se trompons pas, c'est que le risque systémique est confirmé. Voilà, ça veut dire que votre effondrement bancaire, vous l'avez sous les yeux, c'est le premier qui part qu'à gagner. Si vous avez du moins 0,25 points de base. C'est à peu près comme ça qu'il faut le prendre. Dès lors, vous avez compris mon narratif. Eh oui, vous avez compris mon narratif. Si je vous explique ça et qu'on arrive en fait sur ce point pivot, c'est qu'au moment où le pivot de la Fed est enclenché, par rapport à un bilan de la Fed qui est relativement élevé vis-à-vis de la BCE, ça veut dire que le risque systémique serait avéré.
C'est-à-dire que la Fed ne peut plus augmenter ses taux. Est-ce que vous le prenez comme une bonne nouvelle maintenant que je vous dis que si on baisse les taux, ça devient un risque systémique avéré, ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Eh bien, ce serait potentiellement considéré comme une mauvaise nouvelle. Et c'est ce que j'avais envie de vous expliquer dans cette vidéo. Ça, c'était la première chose. Voilà, je ne vais pas revenir dessus, mais vous avez à peu près compris l'idée, si vous voulez. D'ailleurs, en parlant de terminal rate, on arrive en fait sur ce terminal rate vis-à-vis de cette énorme ligne noire par rapport à 2008. Pour information, si on monte à 0 à 5,25, c'est exactement le terminal rate qu'on avait vécu en 2008. Et à ce moment-là, l'inflation était plus basse. Actuellement, elle est à 5%, mais elle est un peu plus basse, l'inflation, à ce moment-là. Tout simplement, elle était en augmentation, et non pas en dégradation, ou une baisse, ou une dégradation, on l'appelle un déclin, si vous voulez. Voilà. Donc ça, je pense que c'est capital de le bien comprendre. On peut vraiment partir du principe, du postulat, qu'on n'augmentera pas beaucoup plus haut les taux que 5,25. Sinon, on rentre dans une récession dure. On oublie l'atterrissage et les marchés vont très violemment le pricer. Pourquoi? Parce que une cotation en bourse, la bonne valeur d'une action en bourse, c'est les dividendes générés, tout simplement, donc c'est les revenus générés divisés par le taux d'intérêt, tout simplement. Donc si on a mal anticipé les taux d'intérêt, et c'est ce que je vous explique sur Gourou par exemple, ici on est plutôt optimiste au niveau des résultats des entreprises et des bénéfices par rapport à une potentielle augmentation de la valeur de ces actifs sous-jacents. Pourquoi? Parce qu'on est en train de pricer ce pivot de la Fed. Et moi j'en doute personnellement qu'on price ce pivot de la Fed. Donc en tout cas qu'on enclenche ce pivot de la Fed. Je pense qu'il sera encore une fois contraint. Dès lors, on prend du recul et on va se poser une très bonne question. BTC, qu'est-ce que c'est? Posez-vous cette question-là. Si vous voulez le jouer, quel que soit le narratif, si vous voulez jouer, il faut juste répondre à une question qui est très simple. Et cette question et cette réponse-là sera propre à chacun. Est-ce que vous considérez que Bitcoin est une marchandise ou est-ce que vous considérez que Bitcoin est une assurance? Voilà. Si vous vous dites au fond de vous qu'il y ait plus de chances ou pour vous, Bitcoin est une commodities, au même titre que l'or. C'est super important. Au même titre que l'autre, c'est une commodity. Au même titre qu'une matière première, c'est une commodities. À ce moment-là, vous allez voir saigner du Bitcoin. Donc vous êtes probablement bear à ce moment-là. En revanche, si par rapport à ce cataclysme possible, financier ou effondrement bancaire, qu'on commence entre guillemets à avoir ces premiers feux, et c'est pas des feux de paille, là c'est des hangars qui brûlent, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est des baraques qui brûlent actuellement. Il faut juste le prendre comme tel. Est-ce que BTC est une assurance? Si BTC est pour vous une assurance, c'est Bitcoin dépassera très probablement et allègrement ses ATH dans une euphorie la plus totale. Et c'est ce camp-là que vous devez choisir. C'est pas forcément d'être bull, d'être bear par rapport à des billets contrariens qu'on peut avoir ou par rapport à un narratif qu'on peut se créer. Il faut vraiment essayer de choisir son camp. Et c'est en ça, en fait, choisir son camp et essayer de jouer le narratif. La narrative, ce sera pour la grande majorité, est-ce que BTC est une marchandise? À ce moment-là, on va chercher les lots. Ou est-ce que BTC est une assurance? Pourquoi? Parce que si on doit se protéger d'un effondrement bancaire, c'est Bitcoin probablement le grand gagnant si celui-ci est considéré comme une assurance. Ni plus ni moins. Je pense que c'est super important. Et d'ailleurs, en parlant de commodities, vous avez ceci. La SEC confirme que Bitcoin est une marchandise, tout simplement. 3 points clés pour les investisseurs en crypto. Gary Gensler l'explique également. Pour lui, tout n'est que securities, sauf Bitcoin. Bitcoin est une commodities, une marchandise. Que font les marchandises pendant les récessions? Tout simplement. Et ben vous allez tout simplement aller voir un peu notre ami pétrole. Parce que tout le monde parlait de To the Moon par rapport à notre ami pétrole. Il s'effondre, notre ami pétrole. Alors que l'Arabie Saoudite et l'OPEP+, a diminué de 1 million de barils jour ses exportations, ou en tout cas ses exploitations de 1 million de barils jour. Je vous donne juste un exemple très simple, parce que 1 million de barils jour, ça fait au moins 2%. Alors, en fait, 1 million de barils jour, c'est quasiment la consommation quotidienne en France. C'est à peu près ce qu'on fait. On fait à peu près 1,5 million de barils jour en France en termes de consommation d'énergie fossile. 1,5 million. Donc, quand on nous explique qu'on enlève 1 million de barils jour, que l'OPEP+ réduit ses exportations ou c'est son extraction de 1 million de barils jour, c'est quasiment l'intégralité de la France qui n'est plus livrée en pétrole, si vous voulez. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Je pense que c'est super important. Alors oui, sur la masse, on ne voit pas tant que ça, mais c'est comme ça qu'il faut le représenter. On baisse les exportations, enfin on baisse les extractions au niveau de 1 million de barils jour, soit 2%, et vous avez le pétrole qui revient sur ses précédents lots. Pourquoi? Parce qu'on est en train de pricer une récession. Voilà, c'est généralement les commodities qui s'en prennent une belle derrière la tête quand vous avez une récession qui pointe son bout de son nez.
c'est toujours les premiers indicateurs, les plus importants, c'est pour moi les commodities, les marchandises, qui s'effondrent. Généralement les métaux, aluminium, etc., hein, et énergie, évidemment, gaz et pétrole. Donc si vous mettez Bitcoin dans la partie marchandises, c'est à ceci que ça devrait ressembler. On irait très probablement chercher les précédents lots. Maintenant, si vous êtes dans la partie Bitcoin et l'assurance d'un cataclysme financier, à ce moment-là, vous êtes boule. Et il faut le tenir, ça. Parce que ça peut partir complètement dans la stratosphère. Il faut pas en avoir peur de ça. Ce que je suis juste en train de vous dire, c'est qu'en fonction du narratif qui va être pris par la majorité, parce que c'est ça, hein, peut-être pas par la majorité, en tout cas par la majorité des capitaux, donc est-ce qu'on se casse ou est-ce qu'on rentre massivement? Ne vous opposez pas au mouvement. Ne vous opposez pas au mouvement. Si vous voyez le Bitcoin qui fait des lots et des précédents lots, hein, c'est super important. Au max du max, on ira potentiellement combler le gap CME. Si cette résolution est baissière, hein, tout simplement comme ça vous donne des informations, on pourrait revenir attaquer au niveau des précédents lots ici, au niveau du 20 385 $. Si on commence à faire quelque chose comme ça et qu'on commence à s'installer là-dedans, honnêtement, c'est très probablement pas pour nous montrer un magnifique W weekly ou mensuel. J'en doute très franchement. Je ne veux pas qu'on aille là-dedans. En tout cas, pas maintenant. Pas maintenant. Je veux qu'on aille là-dedans quand tout ira mieux. Mais oui, c'est pas quand tout va mal que ça doit baisser. C'est quand tout va bien que ça doit baisser. C'est à ce moment-là qu'on voit que les gros prennent des profits, toujours avec une forme de psychologie inversée. Parce que si ça va pas bien et que ça baisse, c'est que ça ira très probablement plus bas. Il faut bien le comprendre comme ça. Et là, vous allez revoir les 12 000 $, etc. Et probablement qu'ils auront raison. Donc ne vous opposez pas au mouvement. Suivez votre plan, ne vous surexposez pas et gardez toujours du cash, parce que c'est un narratif que je joue. Ma question est toujours la même, est-ce qu'on tient les bottoms de marché? Quel que soit le turfu, ou quel que soit le narratif qui sera tout simplement choisi. Et ça, c'est le consensus, tout simplement. En revanche, si finalement on choisit une assurance, et que Bitcoin, c'est le garde-fou de tout cet apocalypse financière par rapport à une suite successive de faillites bancaires, en réponse et en résonance par rapport à la chute de Lehman Brothers et l'église de 2008 que Satoshi Nakamoto s'est intéressé, ou en tout cas a lancé Bitcoin, why not, hein, ce pourquoi il a été créé, et que vous avez quelque chose comme ceci, à ce moment-là, ne shortez pas les premiers arrêts, ne shortez pas les trucs, ne vous opposez pas au mouvement. Prenez des profits lorsqu'ils se présentent, on ira chercher nos objectifs, mais ça peut complètement être délirant. Voilà. À la hausse comme à la baisse. J'avais vraiment envie de vous remettre dans cette dynamique-là, tout simplement. En somme, je vais essayer en 3 mots vous résumer le côté récessionniste ou le côté marchandise et le côté assurance. C'est en gros, il faut juste comprendre ça. Si on a le narratif où Bitcoin est haussier, et on est dans une tendance haussière, en fait, la faillite bancaire, c'est bullish pour Bitcoin. Si on prend la fragilité de la Fed, ça veut dire que la Fed n'augmente plus ses taux ou arrive au terminal white, bah c'est considéré comme une fragilité, ou en tout cas comme un plafond, si vous voulez, à ne plus dépasser, sinon risque de forte récession, bah c'est encore une fois bullish pour Bitcoin. C'est ça qu'il faut comprendre. Également, tout ce qui est marge de manœuvre extrêmement limitée par rapport au gouvernement américain. On parle qu'il pourrait éventuellement être en défaut de paiement de la dette américaine à partir du 1er juin. Et bien, partez du principe que ce narratif-là est bullish pour Bitcoin. Et c'est très drôle parce que c'est exactement dans ce narratif-là qu'on est en train de naviguer à l'heure où je vous parle. Donc, ceux qui pensent que c'est bearish, ce n'est peut-être pas le moment de l'être. Vous avez peut-être raison trop tôt. Trop tôt. Puisque actuellement, je ne peux pas vous dire si Bitcoin est considéré actuellement comme une marchandise ou comme une assurance. Ça reste très spéculatif, je ne vous en cache pas. Mais essayez de le prendre comme tel. Essayez de le prendre comme tel. On voit qu'il y a une forme de décorrélation par rapport au marché. Hein, on le voit très très bien. Bitcoin reprend quelques pourcentages. C'était plutôt intéressant à observer. Hein. On peut le prendre ici. On reprend quelques pourcentages. Alors que ici, au niveau du S&P 500, on est plutôt en train de se dégrader. Vous voyez ? Donc on se dégradait au niveau du S&P 500 et Bitcoin était une forme de décorrélation. Tout le monde explique et tout le monde nous explique au niveau du Nasdaq, c'est baissier. Pourquoi ? Parce que ça a toujours été baissier. Formidable. On peut avoir des arrachements haussiers. Mais il faudra bien évidemment qu'il y ait le narratif qui suive ça. Est-ce qu'il y a massivement des liquidités qui vont être injectées, oui ou non, sur ce marché ? Tant qu'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de directionnel qui sera pris. Ce sera éventuellement une panique ou une euphorie telle. Dès lors, on ne regarde plus les valeurs technologiques, on regarde Bitcoin. Et c'est en ça qu'il y aura le Bitcoin Season.
puisqu'actuellement, il n'y a aucun narratif qui nous explique que c'est altcoin season. Je vous avais déjà donné ce paradigme ou cette polarisation-là. C'est pourquoi aujourd'hui on n'a pas ce altcoin season, parce qu'en fonction de tout ce que je vous dis depuis des jours et des jours, il n'y a rien qui l'indique. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Donc quand vous verrez quelque chose comme ça, ok, altcoin season. Oui, parce qu'on parle ici des valeurs plus technologiques. On revient avec beaucoup de liquidités. Et peut-être avec perte et fracas. Hein. C'est pivot de la Fed. Alors, ça pourrait plutôt faire à quelque chose comme ça, éventuellement, puisque ce sera très probablement subi, encore une fois, par rapport au narratif. Actuellement, on tient et on essaie de tenir bon, tout simplement. Et ça reste haussier. J'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. Hein, réellement. Ensuite, au niveau de tous les échangeurs, etc., c'est plutôt stable actuellement. D'ailleurs, Coinbase avait annoncé et a réaffirmé qu'ils allaient créer une structure dite internationale. Ça veut dire que Coinbase, tel qu'on le connaît, pourra exercer partout sur la planète. Donc ça, c'est juste formidable, puisqu'on continue à avoir l'adoption et on continue à apporter beaucoup de possibilités à des futurs holders, j'ai envie de dire, ou des futurs spéculateurs, qui actuellement étant le plus total désintérêt. Néanmoins, en parlant de désintérêt, je vais juste finir là-dessus, je trouvais ça intéressant d'en reparler, avec un double truc. Regardez, hop, c'est juste ici, je sais plus où est-ce que je l'avais vu, au niveau de PP, ici. Voilà. On en parlait, en fait, il y a quelques jours, ça a beaucoup tourné sur le Discord par rapport à PP, qui a explosé, donc c'est, si vous voulez, le roi des meme coins. Hein, on peut le prendre peut-être comme ça, si vous regardez Shiba Inu, si vous regardez Dogecoin qui a pour moi d'autres possibilités, mais PP c'est clairement le meme coin par excellence. C'est très drôle, parce que je voulais vraiment vous en parler pour vous faire juste un tout petit parallèle. Pour celles et ceux qui suivent l'actualité de Swissborg, vis-à-vis du CHSB, par rapport au yield farming qui vont couper, par rapport aux héros, et par rapport à une nouvelle ère des communautés, qui suit mon narratif, si vous voulez, que ça plaise ou que ça plaise pas, qui vous incite, pour être tout à fait honnête avec vous, à holder vos CHSB ou à holder vos tokens, si vous voulez, d'échangeurs. Parce que le CHSB, c'est plutôt un token d'échangeur. Bah, c'est un petit peu la même idée, si vous voulez, que PP. Et PP fonctionne plutôt très bien. Donc, si PP fonctionne très bien, parce qu'on incite ici les personnes à holder et à ne pas vendre leurs tokens, parce que vous êtes récompensé si vous êtes plutôt long terme, et vous êtes comment on dit ça récompensé ou défavorisé, voilà, défavorisé, si vous ne le conservez pas dans le temps. Et bon, automatiquement, il y a plutôt une pression acheteuse actuellement, donc ce truc a fait x20 ou x30, je ne sais plus trop, ça a été largué en one-shot sur la blockchain Ethereum. Il y a 300 millions de dollars qui ont déjà été, entre guillemets, capitalisés sur ce même coin. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il faut y aller? Non, ceci est parabolique. D'ailleurs, on peut presque voir une forme de distribution ici. Alors, c'est tout nouveau, hein, on parle du 17 avril, hein, donc c'est extrêmement récent. Mais non, ça peut partir tout de moon, hein, ça peut faire x10 encore, il n'y a aucun problème avec ça, mais clairement, je ne le joue pas. C'est soit vous le jouez tout au début parce que vous croyez à la petite histoire, mais vous n'allez pas chercher un truc qui est parabolique. Ce truc est déjà parabolique, en fait. Hein. Donc, ne nous y trompons pas. Mais si vous voulez, dans l'approche, c'est à peu près ce que Swissborg essaye de faire actuellement, de près ou de loin avec son token CHSB. Il y a plein d'autres choses, hein, évidemment, hein, ça va beaucoup plus loin avec Swissborg, mais juste dans l'histoire ou dans le comment on dit ça, dans le synopsis, si vous voulez, dans le résumé, c'est grosso modo, holdez vos tokens et soyez récompensés pour les avoir holdés. Si vous les vendez, vous êtes défavorisé. Si vous en achetez, vous êtes favorisé. Et vous avez une petite forme de classement pour décrocher des bonus, etc. Ça permet tout simplement de faire vivre sa communauté. Et je ne trouve pas ça mauvais, puisque aujourd'hui, nous rentrons dans l'ère des communautés. Et c'est dans ce sens-là que tous les projets crypto qui auront une communauté extrêmement forte, probablement pourront résister dans les 5 prochaines années. Toutes les autres disparaîtront. Tout simplement. Ça, je pensais très intéressant également à le rappeler. Voilà, je fais juste ce petit parallèle, peut-être un peu tiré par les cheveux, mais si vous écoutez la petite histoire, je pense que vous l'entendrez de la même façon que moi, j'en ai pas le moindre doute vis-à-vis de ça. Je voulais vous parler de ça, mais au niveau des ordinals, on va pas en parler, tout simplement, mais juste pour vous remettre dans l'idée de l'adoption et dans l'intérêt, c'est de bon augure. Parce que ça permet de remettre encore une fois les yeux sur Bitcoin et sur les possibilités, le champ des possibles de Bitcoin. Alors quand je dis ça, je viens de dire une bêtise, parce que c'est clairement pas le champ des possibles de Bitcoin. On parle pas d'aller minter, si vous voulez, ou mettre un coup de tampon sur un token ou sur un Satoshi. C'est pas vrai. En fait, c'est mal dit, c'est pas un layer 2. En réalité, tous les NFT qui sont via Ordinals ou via d'autres blockchains, si vous voulez, on parle plutôt d'une side chain ici. Et si je peux me permettre, et si vous avez beaucoup regardé, je vais essayer de le résumer en une phrase et dites-moi si je suis dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Je demande à la communauté, vous prenez des lingots d'or et à côté vous y mettez un ETF gold, par exemple. Donc vous mettez du papier adossé
à ce lingot d'or. Est-ce que pour vous c'est de l'or? Oui ou non? On peut presque parler en fait que les ETF qui sont adossés à l'or, comme le Pax Gold par exemple pour les tokens, on a tokenisé aussi on a tokenisé des ETF. On va aller très très loin avec le Pax Gold pour le coup, mais partez du principe que c'est clairement la même chose vis-à-vis de Bitcoin et ses NFT. C'est pour ça que ça fait pas mal grincer des dents, et puis les maximalistes Bitcoin ne sont pas trop alarmés, puisqu'on ne touche pas en fait à l'or. Le lingot d'or il reste tel quel, donc votre Bitcoin ou votre Satoshi il reste tel quel. C'est sûr, c'est juste qu'on y met une représentation par rapport à une nouvelle chaîne, si vous voulez, qui permet de sécuriser ou d'y encapsuler, si vous voulez, des NFT, mais sur une autre chaîne de blocs. C'est pas directement dans Bitcoin. Je ne dis pas que ça ne peut pas se faire demain. Je dis juste que c'est un tout petit peu trop vite dit de dire qu'aujourd'hui, Bitcoin peut minter, enfin, on peut adosser directement des NFT sur la blockchain Bitcoin. Ce n'est tout simplement pas vrai. Mais on a de l'intérêt vis-à-vis de cette possibilité-là. Donc, moi, tant qu'on en parle, ça me va très bien. Et ça permet de redonner un petit coup d'élan vis-à-vis de ces NFT, ces tokens non fongibles, tout simplement. J'espère que je vous ai aidé, mais voilà, juste pour faire ce parallèle-là, j'aimerais vraiment que vous me le dites dans les commentaires. Moi, je prends en fait tout simplement des lingots d'or, vous mettez du papier à côté, vous dites voilà, ça vous appartient, vous avez votre lingot d'or, et je vous colle un certificat d'authenticité comme quoi c'est bien votre lingot d'or, ou votre Satoshi, ou votre poudre d'or. Je le prends vraiment comme ça. Ça veut dire que si demain, la personne qui gère, ou toute cette sidechain qui gère en fait ces registres, si vous voulez, disparaît, et bah à ce moment-là, Bitcoin ne disparaîtra pas. Mais vous aurez probablement perdu un petit peu de valeur vis-à-vis de vos NFT ou de vos Satoshi que vous avez directement, enfin que vous pensez avoir minté. Enfin, vous avez compris un petit peu l'idée, puisqu'à la base, c'est vraiment vos Satoshi, mais on ne les touche pas. Voilà. Vraiment, c'est or et papier à côté, ou papier or, si vous voulez, ou papier toilette, pour certains. Je suis sûr qu'ils se reconnaîtront, bien évidemment. On fait juste le gagnant au niveau de la Ledger, par rapport à cette Nano X que tu vas remporter. Bravo à toi. On regarde tout de suite. Et bravo à toi, Loulou. C'est à toi. La clôture était à 29 233 $, à 3 $ près. Tu as vu juste, je l'avais donc pris sur, juste là, sur BTC, USDT, Spot sur Bybit, juste ici. Et on avait donc bien une clôture en weekly, ici, à 29 233 $, à 3 $ près. Tu as failli avoir un tout pile, bravo à toi. Tu gagnes une Nano Ledger X, ouais, Nano Ledger X, Nano X, pardon, directement, que je t'enverrai à la maison, donc soit dans le commentaire, soit directement sur le Discord, et je t'explique comment on fait. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On reparlera de plein de choses demain très intéressantes. Je vous souhaite une excellente journée, et ce soir, peut-être un petit peu de volatilité. Ciao.